Il y a 7 ans, ce qui aurait dû être un merveilleux voyage en famille a tourné au cauchemar pour une mère. Sur un bateau de croisière, sa fille et son mari ont soudainement disparu sans laisser de traces. Pendant des années, les autorités ont tenté de découvrir ce qui s'était passé ce jour-là, mais avec le temps, l'espoir s'est estompé, aucune piste ni aucun suspect n'ayant émergé. Puis, 7 ans plus tard, un jour fatidique, la mère est passée dans une ruelle de la ville mais ce qu'elle a vu à cet instant allait tout changer. Abonnez-vous maintenant pour des analyses complètes des affaires non résolues, des histoires de survivants réels et des mystères d'enquête de longue haleine. 21 juillet 1997. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. La dernière personne à avoir vu les Landen vivants fut la femme de ménage de leur location. Elle ne se souvenait pas de grand-chose, juste de la chaleur, une chaleur qui rendait l'air vicié et électrique, comme si un orage approchait sans jamais arriver. Elle avait 17 ans, travaillait pour la Cape Shore Property Company pendant l'été, nettoyant des maisons de plage entre deux départs. La maison numéro 114, Driftwood Lane, était une location de dernière minute. 2 invités, dont un couple, avaient payé en espèces. Elle frappa à 10h01, sans réponse. Elle attendit les 5 minutes prévues par le protocole, puis déverrouilla la porte et entra. Tout était silencieux, mais pas immobile. La climatisation fonctionnait, le réfrigérateur ronronnait, un livre de poche était ouvert sur la table de chevet, corné. Le lit principal était d'un côté tiré en arrière, la chambre d'amis était intacte. Il y avait 2 brosses à dents dans la salle de bain, un verre de vin par terre à côté du canapé mais personne, juste une maison qui semblait interrompue, comme si quelque chose avait ouvert la bouche pour parler et avait été interrompu au milieu d'une phrase. Elle termina le ménage, laissa la clé dans la boîte, pointa à midi et n'y repensa plus jusqu'à ce que les gros titres des journaux annoncent « Un couple disparaît d'une maison de location, aucun signe de lutte, aucun signe de sortie ». Teresa et Daniel Landen mariés depuis 6 ans, sans enfants, sans casier judiciaire, sans dettes importantes en vacances à Richmond, disparus. Aucun voisin ne les avait vus partir, aucun bagage n'avait été emporté. Les serviettes de plage étaient encore humides sur la véranda. Il ne manquait plus qu'un miroir. Le miroir de la salle de bain avait été arraché du mur, les vis toujours en place ou tout simplement disparu. Les adjoints du shérif ont attribué l'incident à une effraction, peut-être à un cambriolage qui a mal tourné. Mais rien d'autre ne manquait, ni les bijoux, ni l'argent, ni les cartes de crédit, ni les clés de la maison. C'était il y a 27 ans. La maison a été remise en location l'année suivante après une nouvelle couche de peinture, quelques réparations au mur et une annonce à prix réduit promettant la brise marine et le charme côtier. La plupart des personnes qui y ont séjourné ne se sont pas plaintes, mais certaines sont parties plus tôt. En 2003, une femme a déclaré avoir entendu des chuchotements dans les conduits. En 2011, un couple a porté plainte pour des bruits de raclage sous la baignoire. Un garçon de 10 ans a refusé de dormir dans la suite parentale, il a raconté à ses parents qu'une fille l'observait depuis le miroir de la salle de bain. En mars 2024, la maison fut vendue à Julia Hall, une restauratrice de meubles de 34 ans originaire de Durham. Elle avait perdu sa mère l'année précédente et avait utilisé cet héritage pour acheter sa première propriété, une maison de plage, un nouveau départ. Pas de mauvais passé, déclara l'agent. Pas de fantômes, pas de sang, juste des cloisons sèches et une promesse. Mais 2 semaines après son emménagement, Julia enleva le carrelage derrière la paroi de la douche et découvrit le vide sanitaire. 2 mai 2024. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. La première fois que Julia Carmichael remarqua le carrelage bouger sous ses doigts, elle pensa qu'il s'agissait du joint qu'elle avait frotté pour enlever la moisissure. Lorsque l'éponge trempa légèrement juste assez pour attirer son attention, elle passa de nouveau sa paume sur la porcelaine, lisse, froide, mais étrangement. Un léger craquement, une vibration qui n'appartenait pas à un mur solide. Derrière elle, l'océan grondait contre le banc de sable au-delà des dunes. Cette partie des Outer Banks était calme au printemps, trop tôt pour les touristes, trop chaud pour que les locaux puissent prétendre que l'été n'était pas encore là. Le vent, à travers la fenêtre fissurée de la salle de bain,
apportait l'amertume salée et la subtile odeur de pourriture du marais voisin. Julia recula, les yeux plissés par la partie carrelée du mur derrière l'étagère encastrée. Le carrelage était d'un blanc immaculé, fissuré par endroits, comme le reste de la location des années 1990 qu'elle et Peter avaient acheté 6 mois plus tôt lors d'une vente aux enchères suite à une faillite. Bord de mer, d'une praticable, besoin d'un peu d'entretien, disait l'annonce. L'entretien, dans ce cas précis, signifiait tout vider jusqu'au montant. Elle attrapa son téléphone sur le comptoir de l'évier et prit une photo du carrelage, au cas où elle aurait besoin de le montrer à l'entrepreneur plus tard. Mais même en le faisant, quelque chose la démangeait. Elle pressa de nouveau ses jointures contre le carrelage. « Tu n'es pas normal, murmura-t-elle au mur. Des pas s'approchèrent du couloir. « Jules, appela Peter, le plombier est-il déjà venu ?» « Non, dit-elle en posant l'éponge sur le bord de la baignoire. « Et puis, je crois qu'on a un faux mur. » Peter apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux couverts de poussière après avoir retiré l'isolant du grenier. Il portait encore le sweatshirt vert de Clemson qu'elle avait menacé de brûler plus d'une fois. « Un faux mur ?» Julia fit un signe de tête en direction du carrelage. « Il est flexible. » Peter entra dans la douche, tapota le carrelage du bout des doigts et fronça les sourcils. Le bruit était indéniablement creux. « Eh bien, dit-il, soit la maison essaie de communiquer, soit on est en train de faire un rattrapage bâclé. » Elle lui tendit le tournevis posé sur le lavabo. « Voyons voir. » Il fallut 30 minutes pour retirer le carrelage, 2 couches de plaques de plâtre effritées et le panneau de contreplaqué humide derrière. L'espace découvert n'était pas grand, environ 1 mètre de profondeur sur 1,80 m de hauteur, encombré de solives et de décennies de poussière. Julia braqua la lampe de poche de son téléphone à l'intérieur. Au début, elle ne vit qu'un amas d'isolant et de clous rouillés. Puis sa lumière s'illumina d'un objet près du coin inférieur, du tissu, pâle, sale, partiellement déchiqueté. Elle tendit la main et tira doucement. La chemise se détacha dans un léger déchirement. C'était une chemise boutonnée, d'un bleu poussiéreux, raidi par le temps et la poussière. Quelque chose dans sa façon de froisser, le bord déchiré, les fils griffus, lui retourna l'estomac. Elle braqua sa lumière plus bas des égratignures, de longues entailles courbes dans les boiseries, des entailles profondes, des marques d'ongles. Peter se pencha par-dessus son épaule. « C'est du sang ?» Elle ne répondit pas, fixant simplement l'endroit près du coin où quelque chose de métallique accrochait la lumière. Elle y plongea la main, les doigts tremblants, et en sortit un bracelet à breloques, le genre de bracelet qu'une femme aurait pu porter au milieu des années 90. Une délicate chaîne en argent ornée d'une petite étoile de mer, d'une tonne et d'un cœur gravé de 3 lettres, TL. Julia le retourna dans sa paume. Il était chaud, maintenant, sur sa peau indéniablement personnelle. Elle murmura, « Peter, ce n'était pas un garde-meuble. » Il regarda le mur, puis le carrelage, puis elle. « Oh mon Dieu, dit-il doucement, il y avait quelqu'un là-dedans. » 2 heures plus tard, la maison était entourée de lumière bleue clignotante. L'inspecteur Ruben Rivera se tenait dans la salle de bain principale, les mains sur les hanches, scrutant le vide sanitaire tandis que 2 agents de la police scientifique en combinaison TIVEC terminaient de photographier l'intérieur. Il était grand, large d'épaules, avec d'épais cheveux grisonnants tirés en queue de cheval. Ses yeux étaient lourds de paupières mais alertes, et lorsqu'il parlait, c'était avec la précision tranquille d'un homme qui ne se souciait pas de perdre son souffle. « L'affaire Landen », se dit-il presque pour lui-même. Julia, toujours vêtue d'un jean taché de peinture et d'un sweat à capuche, se tenait juste devant la porte de la salle de bain, les bras croisés. « Quelle affaire ?» Rivera se tourna vers elle. Teresa et Daniel Landen ont disparu de cette maison en 1997. Des touristes de Richmond, en Virginie. Le propriétaire a signalé leur disparition lorsqu'ils n'ont pas quitté les lieux, la voiture était toujours garée dans l'allée, les vêtements dans le placard, la douche en marche. Julia déglutit. Que leur est-il arrivé? Il haussa les épaules. C'est ça le problème, aucun signe de lutte, aucun signe de entrée forcée et disparue.
Elle se sentit soudain plus froide. Tu crois que ce vide sanitaire? Rivera retourna dans le couloir et sortit un petit sac zippé de sa veste. À l'intérieur, le bracelet à breloques où ses initiales étaient TL, Teresa Landen, dit-il. Ce bracelet était mentionné dans le rapport initial. Elle le portait la nuit de leur disparition. Peter apparut derrière Julia, le visage pâle. Et maintenant? Le regard de Rivera passa du bracelet à Julia, puis à la cavité ouverte dans le mur derrière eux. Maintenant, dit-il, on creuse. Si le reste de cet espace est intact et que ce sang appartient à l'un d'eux, cette maison devient une scène de crime. Il se tourna vers l'un des officiers de la police scientifique. Il va falloir scanner les murs adjacents, faire des mesures thermiques, chercher des vides irréguliers. S'il y a un vide sanitaire, il pourrait y en avoir d'autres. Au coucher du soleil, la maison était scellée. Julia et Peter se tenaient au bord des dunes tandis que l'équipe de la scène de crime rangeait ses affaires pour la nuit. La brise apportait une odeur de sel et autre chose, la légère odeur cuivrée du vieux sang. Elle fixait sa maison maintenant bordée de rubans adhésifs jaunes. Peter la prit dans ses bras. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête, mais sa voix était monocorde. Ce carreau a gardé un secret pendant près de 30 ans. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre de la salle de bain. Quel genre de secret? Elle ne répondit pas tout de suite, mais elle revit les rayures sur le bois, la chemise déchirée, le bracelet et elle comprit que ce qui s'était passé ici n'était pas un accident. C'était délibéré. Contrôlé. Quelqu'un les avait piégés là, et peut-être quelqu'un les avait observés. 3 mai 2024. Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Le lendemain matin de la découverte, la maison ne leur appartenait plus. Julia se tenait derrière le barrage de police, un café refroidissant à la main, tandis qu'une camionnette blanche de la police scientifique reculait dans l'allée. Une deuxième était déjà là, des caisses de matériel empilées sur la pelouse, des rallonges électriques traînant dans le sable, des trépieds et des scanners transportés un par un. La maison ressemblait moins à un projet de rénovation qu'à une scène de crime tirée d'un documentaire Netflix. Les mots « Unité des affaires non résolues »,« Comté de Currituck » étaient inscrits au pochoir sur le côté du véhicule de l'enquêteur principal. L'inspecteur Rivera sortit. Il ne portait pas d'uniforme, juste un jean, un coupe-vent sombre et l'expression qu'on affichait après 30 ans passés à voir le pire de l'humanité et à se présenter au travail malgré tout. Il lui fit un signe de tête en s'approchant. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir attendre ailleurs ?» demanda-t-il. « On sera là toute la journée. » Julia secoua la tête. « Je veux savoir ce que tu as trouvé. » Rivera but une gorgée de sa bouteille thermos. « Tu as grandi dans le coin. »« C'est Chapel Hill, » dit-elle. « Mon mari et moi avons acheté la maison pour la revendre. Nous comptions la louer sur Airbnb d'ici l'été, pensant que ce serait une activité secondaire amusante. » Il hocha lentement la tête, puis se tourna vers la maison. Quel accueil formidable! Le vide sanitaire était plus vaste qu'il n'y paraissait à première vue. Après avoir percé le panneau intérieur et retiré l'isolant pourri, l'équipe de Rivera a découvert une cavité en forme de boîte d'environ 1,20 m de profondeur qui s'étendait sur toute la longueur du mur de la salle de bain principale. À l'intérieur, l'équipe médico-légale avait trouvé bien plus que la chemise et le bracelet découverts par Julia, ils avaient arraché 2 longs cheveux bruns coincés dans une toile d'araignée près de la poutre supérieure, un peigne en plastique rose fendu en son milieu, une tonne d'un blanc délavé avec un imprimé coquillage, et, pire encore, de profondes rayures horizontales dans le bois, comparables à des ongles humains. Un agent a mesuré l'espace et a tapoté les murs avec une tige creuse en plastique. Le son résonne derrière le fond, a-t-il dit. Il pourrait s'agir d'un vide secondaire. Rivera hocha la tête. Scannez-le. Un radar à pénétration de sol portable fut amené dans la salle de bain, son scanner en forme de parabole pointé sur les murs restants. La technicienne l'utilisait en silence, observant les lignes qui clignotaient sur l'écran d'une tablette. Après 2 passages, elle prit la parole. Il y a une autre cavité derrière le mur le plus à gauche où une forme verticale plus petite,
d'environ 1,50 m de haut et peut-être 35 cm de large. Rivera se tourna vers elle. Tu dis qu'il y a une autre chambre? Pas exactement, ça pourrait être un défaut structurel mais il y a une nette différence de densité. Elle tapota l'écran. Ici des objets métalliques, de taille irrégulière. Ça pourrait être des câbles, des clous, ou autre chose. Rivera s'accroupit près du bas du mur et regarda le carrelage. C'était censé être caché. Il se redressa et regarda son équipe. Apportez-moi une perceuse et une micro-caméra. On y va. Depuis le salon, Julia observait la caméra murale se faufiler dans le deuxième vide. L'équipe avait percé un trou juste assez large pour y glisser la fibre optique. L'image sur la tablette était granuleuse, verdâtre, éclairée uniquement par la LED intégrée à l'appareil. Ce qu'elle révéla fit soupirer Rivera, un miroir en pied, fixé derrière le mur, donnant sur ce qui ressemblait à une étroite pièce insonorisée. L'image reflétait la lueur d'un papier peint rose au bord décollé, d'un meuble lavabo en plastique, d'un petit matelas au sol, et de peluches alignées le long de la plinthe. C'était une pièce cachée ou une chambre d'enfant encastrée dans le mur. Julia s'avança. Ce n'était sur aucun plan. Rivera ne répondit pas tout de suite, il fixa simplement l'écran. Puis il dit, nous avons un sous-sol en cours de reconstruction à Durham. Je fais démolir ce mur, section par section, avec précaution. Tout est désormais une preuve. Il se tourna vers elle, doucement mais fermement. Madame Carmichael, je vais devoir vous demander de quitter la maison jusqu'à la fin de l'enquête. Nous trouverons un logement pour vous et votre mari. L'État peut rembourser la perte de jouissance. Julia déglutit. C'est une chambre d'enfant? Rivera hocha lentement la tête. Oui. Et c'est toujours l'affaire Landen. Un couple a disparu dans cette maison, mais ce qu'on vient de découvrir ne les concerne peut-être plus seulement. De retour au commissariat, Rivera déposa le dossier de l'affaire Landen sur la longue table métallique de la salle des affaires non résolues. Le dossier était plus mince qu'il n'aurait dû l'être, 2 personnes disparues, pas de corps, pas de sang, aucune preuve matérielle, rien que des photos, une courte liste de témoins et quelques anomalies dans le rapport initial sur la scène. Bizarre rien, les bagages du couple ont été retrouvés dans la chambre, non ouverts. Bizarrerie 2, la douche coulait depuis au moins 6 à 8 heures avant d'être découverte. Curiosité 3, une odeur d'eau de javel persistait près du drain, mais aucune trace chimique n'était conservée. Il passa à l'interrogatoire de la gouvernante, de Lila Boone. Elle avait découvert les lieux, le rapport indiquait qu'elle était visiblement perturbée par le silence. Elle prétendit avoir entendu quelque chose qui ressemblait à du chant, bien qu'aucun lecteur de musique n'ait été trouvé. Elle expliqua à l'agent qui était intervenu que cela provenait de derrière le mur, mais personne ne l'a pris au sérieux, il s'agissait d'une réaction subjective de stress auditif. Rivera nota, interviewé de Lila Boone, réévaluer la crédibilité des témoins. Il tourna la page et fixa le dernier objet de l'inventaire original, l'objet numéro 24, entrée du journal d'un invité daté du 16 août 1997. Contenu. Des orages arrivent, ils pourraient durer encore quelques jours. Danny a dit, cet endroit est trop calme. Il tapota la page avec son stylo. Trop calme. Ce soir-là, Julia et Peter étaient assis dans une chambre de motel louée à 3 pâtés de maison de la maison. Ni l'un ni l'autre ne parlaient beaucoup. Julia avait téléchargé le bulletin de disparition de 1997, elle étudiait la photo de Daniel et Teresa Landen sur son téléphone. Il semblait heureux, lui avec un sourire en coin, elle tenant un cornet de glace et riant. Le genre de couple qui laissait derrière lui des cartons de cartes postales et de souvenirs, pas des affaires non résolues. Elle zooma sur le poignet de Teresa, le bracelet était là, même breloque, mêmes initiales. Peter regarda par-dessus son épaule. C'est celui-là. Elle hocha la tête. Il hésita, puis posa la question qu'aucun des deux n'avait encore osé formuler, tu crois qu'elle est morte là-dedans, dans le mur? Julia ne répondit pas directement, mais après un moment, elle murmura, je ne pense pas qu'elle était seule. 4 mai 2024.
Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Delilah Boone n'avait pas fait le ménage depuis plus de 15 ans, mais elle se souvenait de la location de l'Anden comme si c'était hier. L'inspecteur Rivera la trouva à la résidence-service de Kitty Hawk, appartement 2B, dont les fenêtres donnaient sur le marais. Une canne reposait à côté de son fauteuil inclinable fleuri, et sa table basse était recouverte de mots croisés et d'anciens numéros du Reader's Digest. Elle paraissait plus petite que dans les souvenirs de Rivera. Creuse par l'âge, son regard était toujours perçant. « Vous êtes ici pour les douches », dit-elle avant même qu'il ne s'assoie. Rivera cligna des yeux. « Pardon ? C'est comme ça qu'on l'appelait, » dit Delilah en lissant sa jupe. Parce que cette foutue douche ne s'arrêtait pas de couler. Le jour où j'ai trouvé les affaires de ce couple, l'eau coulait toujours, comme si elle avait été laissée pour quelqu'un d'autre. Rivera sortit son carnet. C'est vous qui avez découvert la scène, n'est-ce pas? Le 18 août 1997, dit-elle sans hésiter. C'était un lundi. Je faisais toujours le ménage le lundi, après le changement de vêtements du week-end. Elle se pencha en avant. Mais quand je suis entré ce jour-là, j'ai senti quelque chose d'anormal. Delilah était alors femme de ménage à la Kill Devil Hills Property Company depuis près de 12 ans. Elle se targuait de remarquer les moindres détails, du sable dans le tapis d'entrée, du café rassis dans le filtre, des sacs poubelles noués ou non. Les Langdon devaient libérer les lieux le dimanche matin. La clé n'ayant pas été rendue, l'agence de location a supposé qu'ils l'avaient oubliée à l'intérieur. Je me suis garé devant et j'ai remarqué que la voiture était toujours là, a raconté Delilah. Une Ford Taurus, immatriculée en Virginie. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être dormi trop tard ou qu'ils avaient besoin d'un départ tardif. Elle a utilisé son passe-partout pour ouvrir la portière. Et dès que je suis entré, a-t-elle dit doucement, j'ai su qu'il n'était plus là. Rivera griffonna un mot. Qu'est-ce qui t'a rendu si sûr? Le regard de Delilah se porta vers la fenêtre. C'était trop calme, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Rivera attendit. La clim était éteinte. Le radio-réveil de la chambre ne fonctionnait pas. Mais la douche. Elle marqua une pause, la voix haletante. La douche coulait, et pas normalement. Elle coulait depuis des heures. Toute la salle de bain sentait la vapeur et l'eau de Javel, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer quelque chose. Rivera a demandé, avez-vous vu du sang? Non, elle secoua la tête. Pas de sang, pas de verre brisé, pas de meubles renversés. Mais les bouteilles de shampoing avaient été renversées. Une des serviettes était tordue, comme si quelqu'un l'avait essorée en panique. Je me suis frotté les mains lentement, comme pour me débarrasser de quelque chose. Et le miroir? Je l'ai nettoyé 3 fois, mais il restait des traces, comme si quelqu'un s'était agrippé au bord, le front appuyé dessus. Rivera a noté les détails, marquant une pause avant d'ajouter, j'ai entendu de la musique. Il leva les yeux. Dans la salle de bain? Faible, très faible, comme si ça jouait derrière le mur. Une boîte à musique pour enfants, ou quelque chose comme ça. À l'époque, Delilah avait rapporté tout ce qu'elle avait vu, mais l'agent d'intervention ou l'adjoint Lan, désormais à la retraite depuis longtemps, avait ignoré la plupart de ses observations. Aucun signe d'acte criminel, aucune trace de lutte. Le jeune couple a probablement pris la fuite, lui avait-il dit. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Je savais que ce n'était pas bien, dit Delilah. On ne quitte pas sa voiture, son portefeuille, ses bagages. On ne quitte pas une maison comme ça, sauf en cas de graves problèmes. Rivera hocha lentement la tête. Tu te souviens d'autre chose? D'une particularité dans la disposition de la maison? Delilah hésita. Oui, dit-elle. Le mur de la salle de bain me semblait étrange. Quand je me suis penché pour frotter le carrelage, ma main a cogné où le son était creux. La plume de Rivera s'arrêta. Tu as dit ça à l'officier? Oui. Elle esquissa un sourire amer. Et il m'a dit que c'était probablement dû à une mauvaise isolation. Cet après-midi-là,
Rivera se tenait dans la salle de bain éventrée de la maison Langdon, désormais réduite à un squelette de tuyaux, de montants et de fils électriques apparents. Les enquêteurs avaient dégagé le carrelage et les panneaux muraux, ils s'efforçaient de dégager les traces d'outils sur le bois sous la chambre secrète, celle contenant le miroir et le matelas de l'enfant. L'isolation phonique avait été découpée et entièrement documentée. Une équipe distincte de l'unité d'analyse comportementale du FBI était déjà sur place, fouillant l'espace à la recherche de signes de comportement rituel, de tendances obsessionnelles ou de toute signature laissée par le constructeur. Ce n'était pas un travail d'amateur, avait déclaré le profileur principal. Celui qui a construit cette pièce avait du temps, de l'argent et des connaissances en ingénierie structurelle. Rivera s'agenouilla près du plancher du vide sanitaire, passant une main gantée sur les rayures. Elles étaient profondes au plus que du désespoir, il y avait un motif, une répétition. Des clous étaient cassés dans le bois. Elle essayait de sortir, murmura-t-il. Il se leva et étudia les autres murs. Des nouvelles de l'ADN du bracelet. Le technicien de laboratoire hocha la tête. Correspondance positive avec Teresa Langdon. L'ADN mitochondrial confirme la lignée maternelle. Pas encore d'ADN secondaire. Et Daniel? Aucune trace jusqu'à présent. Julia retourna brièvement à la propriété ce soir-là sous escorte policière. Elle voulait récupérer quelques effets personnels, son ordinateur portable, la bague de sa grand-mère et un sac rempli de papiers qu'elle avait laissé dans la chambre d'amis. Rivera marchait à ses côtés lorsqu'elle entra dans la maison. Elle paraissait déjà différente, dépouillée de ses plaques de plâtre et de son carrelage, les murs à vif, squelettiques comme si la maison elle-même avait été démantelée. « Ils ont déjà trouvé autre chose ici ?» demanda Julia en s'arrêtant près de la salle de bain principale. Rivera resta silencieux. 2 brosses à dents, une femelle, une mâle. Traces de sang sous le manche de la femelle. Ça pourrait être dû à un saignement des gencives ou à autre chose. Elle hocha lentement la tête. Tu as déjà eu l'impression, dit-elle, qu'une maison essaie de te dire quelque chose? Les lèvres de Rivera s'étirèrent en un léger sourire. Je crois que celui-là hurle depuis des décennies. Plus tard dans la soirée, dans une salle d'archives du comté faiblement éclairée, Rivera se retrouva avec un fragment du passé qu'il n'aurait jamais cru voir refaire surface, le contrat de location des Langdon, retrouvé sur microfiche numérisée. Le contrat initial prévoyait cette nuit du 10 au 17 août 1997, mais une note était griffonnée au crayon en bas, prolongée de 3 jours. Payé en espèces. Confirmé par appel privé. Ni signature, ni initiale. Le numéro indiqué pour la prolongation était celui d'une cabine téléphonique située devant le Blue Bucket Motel, à 30 km au sud, démoli depuis en 2004. Rivera se pencha en arrière. Quelqu'un avait prolongé le séjour des Langdon après leur départ, et quelqu'un voulait qu'ils restent plus longtemps dans cette maison. 5 mai 2024. Lieu, bureau du shérif du comté de Currituck, Caroline du Nord. L'inspecteur Rivera n'avait pas beaucoup dormi la nuit où le contrat avait été révélé. Le lendemain matin, il avait de nouveau scruté la copie numérisée sous la lueur pâle de la salle d'épreuve. L'écriture au crayon au bas du contrat de location des Langdon le dérangeait encore, non seulement ce qu'elle disait, mais ce qu'elle impliquait, un séjour prolongé après la disparition du couple, payé en liquide par une personne introuvable. Mais ce n'étaient pas les mots qui retenaient son regard, c'était le cercle effacé autour d'un numéro de téléphone griffonné ou une cabine téléphonique dont la trace remontait à un motel de bord de route disparu depuis longtemps, le Blue Bucket, près de la route 158, rasé en 2004. Pas de vidéosurveillance, pas de registre du personnel, pas d'enregistrement de caméra. Pourtant, il pourrait y avoir des témoins. Il décrocha le téléphone et rappela les archives. Avons-nous quelqu'un qui a travaillé au Blue Bucket dans les années 90? La ligne grésilla. Un instant. Quelques minutes plus tard, la voix revint. L'une d'elles s'appelle Béatrice Morton. Elle travaillait comme femme de ménage. Elle vit à Montéo maintenant. Rivera griffonna l'adresse. Il était temps de frapper à d'autres portes. Béatrice Morton se souvint de l'homme de la cabine téléphonique. Il était grand,
tournait le dos au hall, portait toujours le même coupe-vent, dit-elle en feuilletant son album de vieilles photos de motel. Il disait s'appeler Monsieur Candle. Rivera haussa un sourcil. Une bougie? Elle hocha la tête. Bizarre, non? Je ne crois pas que ce soit son vrai nom. Il venait tous les 2 mois. Parfois, il restait dans la chambre numéro 9, parfois il téléphonait et partait. Est-il déjà venu avec quelqu'un? Béatrice plissa les yeux. Une fois, il avait une petite fille avec lui. Très calme, peut-être 6 ou 7 ans. Elle avait une poupée sans visage. La plume de Rivera marqua une pause. Est-ce qu'il s'est enregistré sous un vrai nom? Elle feuilleta un vieux registre des clients, jauni et collé par endroits. Du doigt, elle traça une encre bleue délavée. Tiens, dit-elle en tapotant l'entrée, 17 août 1997, chambre 9, payé en espèces, au nom de Gerald Stone. Mais je me souviens de sa voix, le même type, la même veste, le même sourire étrange et poli. Rivera se pencha. C'est le jour où les Langdon étaient censés partir. Béatrice leva les yeux vers lui. Alors tu penses que cet homme leur a fait quelque chose? Rivera ne répondit pas directement. Il se leva lentement et regarda par la fenêtre. Je crois que quelqu'un savait qu'il resterait là encore un peu. De retour au commissariat, Julia s'assit en face de Rivera dans la petite salle d'interrogatoire. Elle était revenue volontairement pour répondre à des questions complémentaires. Rivera glissa un dossier sur la table, à l'intérieur se trouvaient des photos du contenu du vide sanitaire, le bracelet, les cheveux, les égratignures, le peigne cassé. Julia les observa, puis parla doucement. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Rivera haussa un sourcil. Vas-y. En déballant les placards la semaine précédente, j'ai trouvé une pile de brochures des vieilles, de la fin des années 90, début des années 2000 cachées au fond, derrière un panneau. La plupart étaient moisies, mais l'une d'elles était pliée bizarrement, comme si quelqu'un avait griffonné dedans. Tu l'as gardée? Elle hocha la tête et sortit une enveloppe en papier craft de son sac. À l'intérieur se trouvait un triple pli glacé pour une excursion d'observation des dauphins, datée de 1997. Sur le rabat intérieur, écrit en boucle, « Je ne peux pas encore partir. » Il m'observe derrière le miroir. Le pouls de Rivera s'accéléra. Où as-tu trouvé ça? Dans la cuisine, derrière les étagères du garde-manger. On pensait que c'était juste de la camelote. Il parcourut l'écriture, puis tourna la page suivante. Une autre note, plus tremblante cette fois, j'ai entendu quelqu'un respirer à l'intérieur du mur la nuit dernière. Rivera leva les yeux. C'est Teresa. C'est forcément ça. Le laboratoire de police scientifique l'avait confirmé, l'écriture correspondait à la signature de Teresa Langdon sur son permis de conduire, retrouvé sur un microfilm du DMV. Julia resta assise, stupéfaite, tandis que Rivera lui exposait la situation. Elle a écrit cela durant les derniers jours de son séjour, ce qui signifie qu'elle était peut-être encore en vie après la période officielle de disparition. Julia déglutit. Alors pourquoi ne s'est-elle pas échappée? Rivera ne répondit pas immédiatement. Il prit un deuxième dossier et en sortit une nouvelle photo car quelqu'un s'était assuré qu'elle ne puisse pas. Il fit glisser l'image vers elle. C'était un cadre de porte, à peine visible derrière l'isolation. Des boulons en fer, percés dans le sol, étaient encastrés dans les fondations des chaînes. Quiconque a construit cette chambre, dit Rivera doucement, n'avait jamais prévu qu'elle en sorte. Cette découverte a déclenché une enquête approfondie sur la société de gestion immobilière qui gérait la maison dans les années 90. La plupart des employés étaient retraités ou dispersés, mais un nom est ressorti, Gregory Kell, gestionnaire immobilier de 1996 à 1998. Il a géré la réservation des Langdon, rempli les derniers documents relatifs à la disparition, puis a disparu. Pas d'adresse de réexpédition, pas de relevés fiscaux après 2001. Rivera a sorti une vieille photo numérisée du personnel des archives et l'a comparée au registre des clients du motel. La signature de Gerald Stone correspondait.
Grégory, quel était Monsieur Candle? Le 5e jour, la police scientifique a percé une 3e chambre scellée derrière la salle de bain des invités. Coincée dans le mur, à côté du chauffe-eau, se trouvait une autre cavité étroite, pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Elle contenait un caméscope rouillé, un tabouret pliant, une boîte en carton remplie de cassettes VHS sans étiquette et une photo en noir et blanc, dont les bords étaient recourbés. Rivera la tenait à la lumière. On y voyait Teresa Langdon assise sur un matelas dans la pièce secrète, les poignets liés, les yeux écarquillés. Derrière elle, visible dans le miroir, se trouvait un homme en coupe-vent sombre tenant un appareil photo. Les bords de la photo étaient collants, décolorés aux preuves d'un crime méticuleusement caché pendant des décennies. Des empreintes digitales, mais le visage dans le reflet était net, même mâchoire anguleuse, même front dégarni, mêmes yeux que j'avais vus dans le dossier personnel. C'était Grégory Kell. Cette nuit-là, Julia se tenait seule sur la terrasse arrière, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Sa maison brillait derrière elle, dépouillée de ses murs, éventrée comme un corps ouvert pour une autopsie. Elle ferma les yeux et essaya d'imaginer Teresa et Daniel, 2 personnes venues ici pour la paix, le calme, et qui, au lieu de cela, se retrouvèrent observées de l'intérieur. 6 mai 2024. Lieu, laboratoire de criminalistique du comté de Currituck, Caroline du Nord. Le journal était humide, recourbé au coin, gonflé par des années d'humidité, mais il avait survécu. Les techniciens l'ont retrouvé caché dans un sac Ziploc sous une section d'isolation du grenier. Lors du 3e balayage complet de la maison, le plastique était recouvert de poussière, mais hermétiquement fermé. À l'intérieur, un petit carnet à motifs floraux, gondolé mais intact, portait sur la première page une inscription soigneusement écrite, Teresa Lindlanden, août 1997, location Kill Devil Hills, notre détective de lune de miel. Rivera le lut 3 fois. La première lecture fut clinique, la deuxième horrifiée, la troisième le poussa à refermer le dossier et à sortir. 11 août 1997. Daniel m'a préparé du café ce matin avant le lever du soleil. On a marché pieds nus sur la plage et on s'est moqué des crabes fantômes. Je crois qu'on en avait tous les deux besoin. L'année a été dure, mais cet endroit est magnifique, calme peut-être trop calme. 13 août 1997. L'orage approche. J'adore. On a l'impression d'être les deux seuls sur Terre. Danny dit que le bourdonnement de la clim l'empêche de dormir la nuit. Il a essayé de la débrancher, mais elle est branchée. La lumière de la salle de bain vacille parfois. J'ai toujours l'impression que quelqu'un bouge derrière la vitre, des ombres, le stress. 14 août 1997. Il y a quelque chose qui ne va pas. La nuit dernière, je me suis réveillé et j'ai entendu une musique comme une berceuse, mais Danny dormait. Je suis allé dans la salle de bain et le miroir était embué, à l'exception d'une empreinte de main trop petite pour être la sienne, plus petite que la mienne. Je lui ai demandé ce matin, il a dit que je rêvais, mais ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas. Rivera tourna les pages suivantes. L'écriture avait changé, plus précipitée, les mots plus enfoncés dans la page. 15 août 1997. Danny a un comportement différent, distant. Je l'ai surpris devant le miroir de la salle de bain, à murmurer. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a répondu, il écoute. Il n'a pas touché à sa nourriture, il ne dort pas. J'ai essayé de sortir pour aller me promener ce matin, mais la serrure était refermée de l'extérieur. Il jure qu'il n'a rien fait, mais qui d'autre aurait pu le faire? 16 août 1997. Il est parti. Je me suis réveillé et le lit était vide. Ses affaires sont là, ses chaussures, son portefeuille, mais pas Danny. J'ai fouillé toute la maison. J'ai cru l'entendre sous la douche, mais l'eau était froide. Il n'y avait personne, juste le miroir. Je crois qu'il y a quelque chose dedans. Rivera poussa le journal sur la table vers Julia, maintenant assise à côté de la coordinatrice des preuves du laboratoire. Elle hésita avant de le ramasser. C'était le sien, demanda-t-elle doucement.
Rivera hocha la tête, confirmé par l'analyse graphologique et les correspondances entre les résidus de sébum et la peau. Le sac a été mieux conservé que prévu. Il est authentique. Julia commença à lire, à chaque page, son expression s'assombrissait. Ce ne sont pas que des notes paranoïaques, murmura-t-elle. Elle était surveillée. Rivera a extrait une deuxième photo du dossier, le miroir caché du vide sanitaire, récemment retiré de la cavité pour être testé. Le verre était sans teint, a-t-il expliqué. Un miroir d'observation standard, du genre utilisé dans les anciennes salles d'interrogatoire. Installé à l'intérieur du mur, celui qui l'a construit pouvait la voir. Julia sentit son estomac se retourner. Je croyais que Danny la regardait. Nous ne pensons pas que ce soit Danny, pas à ce moment-là, peut-être jamais. Dans une enveloppe séparée, retrouvée sous le même panneau du grenier, la police scientifique avait récupéré 3 polaroïdes, tous pris dans la pièce secrète. L'un montrait le matelas, un autre un plateau de nourriture au beurre de cacahuètes et confiture, tranches de pommes, une bouteille d'eau et un troisième encore Teresa endormie sous une fine couverture rose, la tête détournée de l'objectif. Sur le bord de la dernière photo, quelqu'un avait écrit au marqueur noir, « Toujours belle, toujours à moi ». Plus tard dans la journée, Rivera a rencontré la profileuse du FBI, le docteur Lornaek, à l'entrée de la scène de crime scellé. C'est un comportement organisé, a-t-elle déclaré en feuilletant les documents. Méticuleux, soucieux du contrôle, probablement quelqu'un ayant une formation en menuiserie ou en bâtiment. Pas d'effraction, pas d'armes, juste une domination psychologique et un contrôle environnemental. Tu penses que Teresa a été maintenue en vie, demanda Rivera. Elle hocha la tête. Pendant un temps. Les notes suggèrent une captivité prolongée, et le ton, elle n'est pas seulement effrayée, elle est confuse. Cette confusion est un outil. Et Danny, demanda Rivera. Elle n'a jamais dit l'avoir revu. Possibilité, il est parti, il a été tué, ou il a été transformé, contraint comme elle le craignait. Rivera croisa les bras. Elle était peut-être coincée seule, à quelques mètres des secours. Le docteur écleva les yeux vers le mur éventré, ses poutres étaient apparentes, les fils électriques pendaient comme des veines. Elle était peut-être à quelques centimètres des secours, et personne ne le savait. Cette nuit-là, Julia n'arrivait pas à dormir. Assise dans son lit du motel, ordinateur portable ouvert, elle fouillait les archives à la recherche d'une quelconque mention des Landes. Il y avait de vieux titres, un couple disparaît d'une location de plage, aucune trace, et, disparition à Kill Devil Hills, quelques photos granuleuses, une veillée aux chandelles, mais rien de plus. Puis, plongée dans un éditorial de 1999, elle tomba sur quelque chose d'effrayant, l'entrepreneur local Gregory Kell, qui avait brièvement travaillé pour la Capshore Property Company, aujourd'hui disparu, avait refusé de commenter la disparition, mais avait déclaré « Les gens viennent ici pour disparaître. Certains le font mieux que d'autres. » Elle fixa la citation auquel ne se contentait pas de cacher la vérité, il en était fier. 7 mai 2024. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Le bruit est venu à 2h11 du matin. Julia se redressa dans son lit, le cœur battant la chamade. D'abord incertaine d'avoir rêvé, elle le sentit de nouveau, un clic métallique suivi d'un léger sifflement, comme un courant d'air qui s'engouffre dans un passage étroit. Elle se tourna vers la salle de bain. Le couvercle de la bouche d'aération au-dessus du lavabo tremblait. Peter s'agita à côté d'elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle ne répondit pas, fixant simplement la grille d'aération métallique, attendant qu'elle se remette à bouger. Mais elle ne bougea pas. Elle sortit néanmoins du lit, traversa la moquette pieds nus et se plaça au bord de la baignoire pour l'atteindre. Elle n'était pas desserrée ou elle n'était même pas bien fixée. Elle la dévissa du tiroir de la kitchenette avec la pointe d'un couteau à beurre, et à l'intérieur, juste au-dessus du rebord du conduit, se trouvait un micro-magnétophone à cassette, couvert de poussière mais intact. Le lendemain matin, elle l'apporta à Rivera. Il examina l'appareil sous des gants, remarquant la corrosion et la bobine de ruban cassante.
Mais lorsqu'il inséra de nouvelles piles double A et appuya sur « Play », la bobine se mit à tourner. Un sifflement, puis un léger bruit de pas, puis une voix d'enfant, « Je suis toujours là ». Julia sentit son visage se glacer. Rivera augmenta le volume. La cassette grésilla de nouveau, et une voix d'homme se fit entendre, basse, tendue mais familière. « Teresa, arrête de crier, s'il te plaît. Ils nous entendront. » Elle haleta. C'était. Rivera hocha la tête. Daniel Landen. La voix continua, « Je t'ai dit de ne pas te battre. Tu ne feras qu'empirer les choses. Reste dans la chambre de la princesse. Fais ce qu'il te dit. » Les mains de Julia tremblaient. La chambre de la princesse, elle en avait parlé dans son journal. Rivera se pencha en arrière. On a autre chose. Il sortit une enveloppe en papier craft du dossier et la glissa vers elle. À l'intérieur se trouvait une transcription imprimée de la microcassette, 35 minutes de peur bégayante, de sanglots étouffés, la voix de Daniel se brisant sous la pression. À la 19e minute, la bande devint plus sombre, il vient la nuit maintenant. J'entends les vies tourner. Ils nous observent par la ventilation. Teresa refuse de manger. Elle refuse de parler. Je crois qu'elle a perdu la tête. Il m'a dit que nous serions spéciaux, que nous serions les premiers, mais pas les derniers. Plus tard, Rivera examina le conduit d'aération d'origine où l'appareil avait probablement été dissimulé. Le vide sanitaire derrière la salle de bain principale était relié à une série complexe de retours d'air, certains obturés, d'autres mal alignés juste assez pour dissimuler des objets. Ils trouvèrent 2 autres cassettes, l'une vierge, l'autre contenant un message unique en boucle, « Tu appartiens à la maison maintenant. » L'extérieur n'existe pas, la voix était lente, douce, presque hypnotique, destinée à apaiser, un ravisseur se faisant passer pour un soignant. Au laboratoire de criminalistique, une découverte a émergé de la source la plus ancienne et la plus analogique, une demande de permis de construire pour Kill Devil Hills, déposée en 1997 auprès de la Capshore Property Company, signée GEL. Intitulé du projet, Unité d'extension de ventilation de salle de bain 7. Les notes étaient manuscrites. Rivera les a lues 2 fois. Installer une grille d'observation pour la ventilation, avec double fonction de circulation d'air et d'accès visuel. Placer un miroir en option. Mousse insonorisante le long des solives. Installer une tablette de lecture derrière la grille de retour. Julia se pencha. Ce n'était pas juste un piège, murmura-t-elle. C'était une mise en scène. Plus tard dans la journée, Julia demanda à retourner dans la maison. Elle n'avait aucune raison particulière, juste une douleur qu'elle ne pouvait ignorer, un besoin de se retrouver dans les pièces, de voir de ses propres yeux ce qui avait été arraché des murs. Rivera l'autorisa sous surveillance. Le plancher avait été enlevé, les poutres apparentes, les cloisons sèches arrachées jusqu'au montant, mais la structure de la maison conservait une étrange intimité ou comme si l'on pénétrait dans un souvenir qui ne vous appartenait pas. Elle entra lentement dans la salle de bain principale, ses pas résonnant dans le cadre creux. Puis elle leva les yeux, la grille d'aération au-dessus du lavabo avait été retirée, un miroir autrefois installé au-dessus reposait maintenant sur le sol, non loin de là, fissuré en son milieu, et dans un coin du cadre, gravé dans le verre avec un objet pointu, on pouvait lire, toujours là. Julia se détourna, le souffle coupé, car à cet instant précis, quelque part dans la cheminée d'aération, elle entendit une respiration. 8 mai 2024. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Ils ont trouvé le passage derrière le mur du garde-manger, il n'était pas visible à l'œil nu, du moins pas immédiatement. Son contour était dissimulé sous des couches de plaques de plâtre recouvertes d'un motif floral côtier, assorti au reste de la cuisine des années 1990. Mais une équipe d'enquêteurs expérimentés savait ce qu'il fallait rechercher, des irrégularités dans l'espacement des montants, une légère différence de son lors des tapotements, des fluctuations de pression d'air. C'est alors qu'ils ont trouvé le joint. Une fois le mur retiré, planche par planche, un étroit couloir apparut, juste assez large pour qu'un homme puisse marcher de côté, les épaules raclant les cloisons sèches.
Au bout du passage, un faux mur avec un panneau coulissant, posé avec expertise, s'ouvrait sur le vide sanitaire de la salle de bain principale. Rivera le contempla. Celui qui a construit ça ne voulait pas seulement se cacher, dit-il. Il voulait y accéder. Dans le couloir secret, les techniciens découvrirent un plateau pliant, 2 grands thermos, plusieurs plateaux repas en papier portant des traces de résidus alimentaires, beurre de cacahuètes, crackers, sachets de compote de pommes, le tout desséché par le temps mais encore reconnaissable. Une chose tenait encore debout, un inventaire manuscrit scotché au mur. Chaque entrée était datée, étiquetée, repas 1, repas 2, jusqu'à repas 62, chaque ligne étant suivie d'une case à cocher indiquant, case à cocher avec coche manger, ou refusé. Rivera le lut en silence, certains jours, Teresa mangeait, d'autres non. Le plus glaçant, une dernière note au marqueur rouge en bas, elle commence à m'écouter. Elle ne veut toujours pas m'appeler papa, mais elle le fera. Julia se détourna. L'analyse du passage secret révéla des empreintes digitales, celles de Daniel Landen près du vide sanitaire, mais sur le panneau coulissant et le plateau repas, une 3e série, non identifiée mais cohérente avec une autre découverte antérieure. Les 2 séries d'empreintes derrière le miroir et dans le couloir provenaient des mêmes mains, quelqu'un connaissant parfaitement la structure de la maison, quelqu'un qui entrait et sortait sans être vu, quelqu'un qui traitait les pièces secrètes comme une routine, comme un service d'étage. Rivera murmura, je commence à voir la maison sous un autre jour non plus comme une scène de crime, mais comme une machine. Chaque bouche d'aération, chaque cavité murale, chaque panneau insonorisé ont été délibérément construits pour le contrôle, et non pour la dissimulation. Tout, à l'intérieur, a été construit pour la performance. De retour au bureau du shérif, Rivera sortit le dossier original de la disparition de Landen et le déposa à côté des nouveaux rapports de preuve. Une petite note dans la transcription de l'entretien de 1997 n'avait jamais eu de sens, la gouvernante d'Elila Boone avait déclaré, le réfrigérateur était vide, à l'exception d'une chose, un plateau en papier enveloppé de plastique, posé au centre, comme si quelqu'un l'avait placé là exprès. À l'époque, on avait supposé qu'il s'agissait d'un plat à emporter servi en chambre, mais Rivera soupçonnait maintenant le contraire. Il ordonna une nouvelle analyse du plateau. Dans le vieux film plastique, conservé dans les plis d'une serviette, le laboratoire trouva une trace de fibre rose vive qui n'avait été trouvée nulle part ailleurs dans la cuisine. Fibres synthétiques identiques à celles du matelas de la chambre de la princesse. Elles avaient été déplacées du vide sanitaire vers l'extérieur du réfrigérateur, message ou erreur. Plus tard dans la journée, Ria a interviewé l'assistante du gestionnaire immobilier initial, une femme nommée Mélanie Sick, qui avait travaillé pour Capshore Property Company de 1995 à 1998. Elle a semblé nerveuse lorsqu'il lui a montré l'ancienne photo du personnel de l'entreprise. C'est Greg, a-t-elle dit en pointant du doigt. Greg quel? Il m'a embauché et m'a donné mon premier emploi de bureau. Tu le connaissais bien, demanda Rivera. Pas vraiment, dit-elle. Il était réservé, il avait beaucoup de projets personnels. Une fois, il m'a demandé de livrer un carton de carrelage à la maison de location, celle de Driftwood Lane. C'est cette maison, demanda Rivera. Quel genre de tuiles, hésita-t-elle. De la céramique rose, dit-elle. Il rénovait la salle de bain pour une rénovation thématique. Il disait que les invités aimaient la fantaisie. Rivera la fixa du regard. Es-tu déjà entré? Non, il me retrouvait toujours dehors. Il me disait de laisser les provisions sur le perron. Ce soir-là, une équipe de chiens de recherche de cadavres fut dépêchée sur place pour un ratissage complet de la propriété, en particulier des fondations et du vide sanitaire sous la maison, près de la poutre de soutien nord-ouest. L'un des chiens fit signe. Des échantillons de sol dur furent prélevés. Le géoradar révéla une petite roche, 1,80 mètres de long, 60 mètres de large, de densité irrégulière. Les fouilles commencèrent aux premières lueurs du jour. À 8h40, ils avaient découvert un lit d'enfant enveloppé dans du plastique, enfoui sous 60 cm de sable compacté et de débris de contreplaqué. À l'intérieur, des os, petits, désarticulés, probablement féminins.
L'anthropologue médico-légal parla doucement, ce ne sont pas Teresa, ils sont trop petits. Ce sont ceux d'un enfant de 5 ou 6 ans, peut-être plus âgé, selon la malnutrition. Rivera resta silencieux. Alors, nous avons une autre victime. De retour au motel, Julia était allongée, éveillée. Elle ne cessait de penser au plateau repas, aux mots, aux cases à cocher, manger, refuser, manger, refuser. Il ne s'agissait pas seulement d'enregistrer son comportement, c'était un enregistrement de sa soumission, quelqu'un testant la volonté de Teresa, mesurant sa soumission, la préparant par la faim, les privations, l'isolement psychologique, et maintenant, peut-être, faisant de même avec une seconde victime. Elle s'assit et regarda la maison par la fenêtre du motel. D'ici, ce n'était qu'une ombre au bord des dunes, mais elle jura avoir vu du mouvement dans la ventilation supérieure. 9 mai 2024. Localisation, comté de Currituck, Grandaddy, Caroline du Nord. Le Blue Bucket Motel avait disparu depuis longtemps. À sa place se dressait un Dollar Général et une boutique de vapotage. L'enseigne était encore penchée depuis une récente tempête. Le motel avait été démoli en 2004 après de multiples violations du code de sécurité et des rumeurs aux fugues, cambriolage, disparition d'une fille de la chambre 9 mais le paysage s'en souvenait encore. Rivera se tenait sur le parking, aux côtés d'un historien du comté, tenant un plan scanné de 1996. L'unité 9 était orientée à l'est, elle était équipée de 2 aérations, d'une fenêtre et d'une armoire à glace, rénovée en 1997. Cette même année, Gregory Kelly séjourna sous le pseudonyme de Gerald Stone 3 fois, 2 fois seul, une fois avec un enfant inconnu. Les registres du motel indiquaient que l'enfant était Lan, âgé de 6 ans. Aucun nom de famille ne figure dans les dossiers, aucun tuteur n'a jamais été confirmé. Rivera se tourna vers l'historien. « Vous avez des photos de la pièce ?» Elle hocha la tête et sortit une page plastifiée. L'image montrait une pièce simple, délavée par le soleil, avec du papier peint craquelé et une télévision analogique fixée à la commode. Mais là, caché dans un coin au-dessus de la ventilation, se trouvait quelque chose de petit et de noir, une lentille cachée. Rivera se pencha. « C'est bien ce que je pense ?» La femme hocha la tête. Une caméra espionne bon marché où on en vendait chez Radio Shack. La plupart des motels en installaient de vrais pour la sécurité. Celle-ci n'était pas prévue officiellement, elle n'était même pas reliée à la réception. Le sous-entendu était clair, la chambre 9 n'était pas une chambre de motel. C'était une salle d'audition à un espace contrôlé auquel pouvaient tester les comportements, surveiller les réactions, mesurer la peur, s'entraîner. Et la maison que Julia achetait? C'était la dernière représentation. Plus tard dans l'après-midi, Rivera retrouva un vestige du motel d'origine, un ancien agent d'entretien, aujourd'hui âgé de 71 ans, nommé Hank Dillard. Hank m'a retrouvé dans un restaurant près de l'autoroute, sirotant un café noir et évitant tout contact visuel. « Tu travaillais dans la chambre 9 ?» demanda Rivera. « Parfois. »« Tu te souviens de quelle ?» Hank serra les dents. « Ouais. » Il a trouvé qu'il était un peu trop poli. Il disait toujours merci, il donnait toujours la monnaie exacte. Rivera fit glisser une photo sur la table main des polaroïdes du vide sanitaire, montrant Teresa ligotée et à moitié endormie, le miroir derrière elle. « Tu reconnais cette pièce ?» Hank l'examina, puis hocha la tête. « Ce n'est pas la maison de plage, c'est le motel. Regarde la plainte et le miroir que j'ai installé. » Rivera sentit son pouce accélérer. « Tu as installé ce miroir ?» Oui. Qu'elle l'a fait livrer spécialement. Il m'a dit de le monter serré, sans laisser de lumière. Il m'a dit que c'était pour son projet invité. Rivera se pencha en avant. « Sais-tu qui était cette fille ?» Le visage de Hank se décomposa. Il ne répondit pas. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe pliée et tachée. « Je n'en suis pas fier, dit-il, mais j'ai pris quelque chose avant que l'endroit ne soit démoli. Je l'ai trouvé sous l'évier. » Il la lui tendit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photo en noir et blanc.
On y voyait une jeune fille, d'environ 6 ou 7 ans, assise en tailleur sur le lit du motel. Son visage était tourné, flou. Elle tenait une poupée, un tissu sans visage, et fixait le miroir. Au dos, on pouvait lire « K apprend vite. On réessayera si ça échoue. » Rivera le fixa du regard. La première victime n'était pas Teresa, c'était une remplaçante. De retour au laboratoire de police scientifique, l'équipe médico-légale analysait la cache de cassettes VHS de Kell, récupérée derrière le mur de la salle de bain des invités. Il y en avait plus de 60, la plupart sans étiquette, certaines endommagées par l'eau, d'autres préservées comme des trophées, méticuleusement rangées et étiquetées avec des dates et des symboles énigmatiques. Rivera rejoignit le technicien en chef dans la salle de visionnage sécurisée. La première bande s'ouvrit sur des parasites, puis une caméra à l'épaule filma une femme d'une trentaine d'années, enchaînée à un lit de camp métallique dans la chambre de la princesse. Les cheveux humides, le visage hébété. À côté d'elle, une voix d'homme murmura des instructions, « Maintenant, souris. Dis bonjour à la caméra. Dis que tu es heureuse. Dis que c'est ta nouvelle maison. » La femme ne répondit pas. Sa voix resta inchangée. « Tu peux rendre les choses plus difficiles que nécessaire. » Rivera arrêta la bande. C'était à quelle date? Le technicien a vérifié l'horodatage. 19 août 1997, 2 jours après la disparition de Teresa. Plus tard, Julia se tenait aux côtés de Rivera dans la coquille de sa salle de bain, pas de mur, pas de miroir, juste des poutres et la plaie déchiquetée qui occupait autrefois le vide sanitaire. Ce n'était pas une maison, dit-elle. C'était un studio. Rivera hocha la tête. Conçu pour la performance, conçu pour le silence. Chaque bouche d'aération était un œil, chaque miroir une fenêtre sans teint. La voix de Julia baissa. Et personne ne savait, personne ne regardait, corrigea Théil. Il pensait que les Landen étaient partis. Il pensait que Teresa s'était enfuie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a attendu. Elle était là. 10 mai 2024. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Ils ont trouvé le plan scellé dans une cavité murale, enveloppé dans une pochette étanche derrière le placard utilitaire. Ce n'était pas seulement un schéma de construction. C'était une carte de contrôle. L'inspecteur Rivera l'étala sur la table des preuves, alourdi par ses mains gantées. Le papier craquait avec le temps, ses coins étaient gondolés, mais l'encre était impeccable. Des lignes noires décrivaient le plan original de la maison, surmontées d'épaisses annotations rouges au marqueur. Chaque annotation racontait une histoire. Relations publiques marquait un rectangle dans le coin nord-est, chambre princesse, cachée entre les poutres structurelles. MV pointé vers un faux évent de retour, vue miroir. FJ fait le tour d'un tunnel de crawl, avec une ligne écrite en dessous, entrée d'alimentation en rampant uniquement. Julia se tenait à côté de lui, le fixant avec incrédulité. Ce n'était pas une rénovation, dit-elle. C'était une conception. Rivera hocha la tête. Tout, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans un coin, quelqu'un avait esquissé le schéma grossier d'une silhouette humaine allongée, entourée de murs. En dessous, un seul mot, acceptation. Un ingénieur en structure a été chargé d'examiner les passages secrets. Il a confirmé ce que Ria soupçonnait déjà, les modifications étaient intentionnelles, et non des rénovations. Les entrées secrètes ont été renforcées, les conduits d'aération élargis et une deuxième couche d'isolant a été ajoutée pour atténuer les mouvements. Je n'ai jamais rien vu de tel, a-t-il déclaré. Ceci est hors du confinement militaire, a déclaré l'ingénieur. Ce n'est pas seulement dissimulé, c'est conçu pour le silence ou une forteresse d'horreur insonorisée. La découverte suivante fut enfouie sous le plancher de la chambre d'amis. En retirant une planche de bois déformée, l'équipe médico-légale découvrit un coffre métallique, rouillé et fermé. À l'intérieur se trouvaient 3 cassettes audio sans étiquette et un livre pour enfants défraîchi intitulé Bonne nuit princesse, un dessin au crayon d'une fille en forme de bonhomme allumette à l'intérieur d'une boîte étiquetée, moi, et un ruban pour les cheveux, rose,
toujours nouée, avec du sang à une extrémité. Les bandes vidéo ont été prioritairement restaurées numériquement. La première montre des images de la maison en construction. Grégory Kell y circule avec un presse-papier, pointe des poutres et donne des ordres aux ouvriers hors champ. La deuxième bande est différente. Elle montre un enfant, âgé de 5 ou 6 ans, assis sur un matelas dans la pièce cachée, le même matelas que celui utilisé plus tard pour Teresa, avec les mêmes murs roses et le même miroir. Une voix derrière la caméra murmura, « Dis ton nom ». L'enfant secoua la tête. « Dis-le. Dis que tu appartiens à cet endroit. » La fillette se regarda dans le miroir et murmura, « Je suis Cathy. » Rivera se figea. « Cathy ?» Le même nom défilait au dos de la photo du motel. L'ADN prélevé sur le ruban correspondait à un cas d'enfant disparu de 1996 à Chesapeake, en Virginie. Caitlin Lann, 6 ans, avait été portée disparue après avoir été enlevée sur le parking d'une épicerie. Son dossier avait été classé sans suite en moins de 2 semaines, aucune piste, aucun suspect. Rivera fixait l'image de la cassette VHS, figée sur son visage. Cathy avait été la première. Teresa la seconde. La maison avait 2 tombes, et peut-être plus. Julia revint plus tard dans la journée, sous contrôle d'accès. Elle marchait lentement à travers les ossatures apparentes de la maison, les bras croisés contre ses côtes. Chaque craquement du plancher lui semblait un souffle. Chaque poutre apparente lui rappelait qu'il ne s'agissait pas d'une rénovation ordinaire. Dans la salle de bain des invités, ils découvrirent autre chose, une goulotte dissimulée derrière l'armoire à pharmacie, reliée à un vide en forme de boîte en dessous. C'était là que des objets usagés avaient été déposés, vêtements usagés, emballages alimentaires, ustensiles cassés. Mais une chose n'avait pas été dégradée, une photo Polaroid enveloppée dans du papier de soie. Elle représentait Teresa, les yeux ouverts, la main sur le miroir. Au dos, à l'encre rouge, elle résiste encore. Il faudrait peut-être la remplacer. Au siège, Rivera examina la chronologie. Cathy Lann avait été enlevée en 1996 à Norfolk, en Virginie. Grégory Kell avait déménagé à Kill Devil Hills la même année. Teresa Landen avait disparu en 1997. La maison avait été vendue en 1999 après la disparition de Kell. La propriété était restée inoccupée jusqu'en 2023. Mais le vide qui hantait Rivera survint après, aucun corps n'avait été retrouvé, seulement des ossements. Il fixa le lit de camp déterré dans le vide sanitaire, celui contenant des restes de la taille d'un enfant. « On n'a jamais retrouvé Teresa, dit-il à voix haute. Seulement Cathy. » Julia leva les yeux des plans. « Alors, où est-elle » Ils ont de nouveau fouillé les murs à l'aide d'imagerie infrarouge et thermique. Finalement, derrière un tuyau d'évacuation scellé, sous la solive du plancher de la salle de bain principale, ils ont découvert un tube en PVC scellé, enterré horizontalement dans la dalle. À l'intérieur se trouvait une autre cassette VHS étiquetée Final TL 11 mai 2024. Au laboratoire de police scientifique du comté de Currituck, Rivera observait l'écran en silence. Julia et le reste de l'équipe médico-légale, massés derrière une vitre sans teint, suivirent le défilement de la bande. L'image vacilla, puis se focalisa sur un miroir fissuré et embué. Derrière lui se tenait un homme, la moitié du visage obscurci par l'ombre, mais la voix était inimitable. Vous vouliez des réponses. Les voici. Grégory Kell, alors âgé de 47 ans, torse nu, les cheveux emmêlés, paraissait maigre et malade, comme si la maison commençait à le consumer lui aussi. Les gens pensent qu'on peut traverser la vie sans être vu. C'est faux. Les gens voient tout, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. Il inclina la caméra. Teresa Landen était recroquevillée sur le matelas de la chambre de princesse, à peine consciente. Elle a arrêté de se battre il y a 2 jours. Elle a arrêté de demander après Daniel, elle a arrêté de demander des nouvelles de la plage. Maintenant, elle écoute, mais je ne pense pas qu'elle soit prête. La caméra se tourna à nouveau vers Kell. J'ai construit cette maison pour eux, mais les gens n'apprécient pas ce qu'on leur donne jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'approcha de la caméra et ajusta la mise au point.
Ce sera ma dernière participation. La bande s'est arrêtée pendant 6 secondes, puis la vision en noir et blanc est revenue, qu'elle debout dans le vide sanitaire, parlant à l'objectif. Je l'ai enfermée, je l'ai nourrie, je lui ai appris. Elle refuse toujours de m'appeler, papa, mais elle a arrêté de crier. Ça suffit. Une autre coupure. Qu'elle était assise devant le miroir de la chambre de la princesse, le verre embué par la condensation. Il passa un couteau sur sa paume, laissant une flaque de sang couler dans sa main. Si personne ne te voit, c'est que tu es déjà parti. Le dernier segment était le plus long. On y voyait Teresa assise contre le mur du fond, hébétée, respirant à peine. La voix hors champ de Kell demanda, « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Un long silence, puis Teresa murmura, « Pas moi. » Il demanda à nouveau, « Que veux-tu » Sa voix tremblait. La vidéo se terminait avec la caméra posée au sol, face au matelas, seulement une respiration, puis l'obscurité. Julia se détourna de l'écran, les yeux humides, la mâchoire serrée. Elle a survécu plus longtemps qu'on ne le pensait, murmura-t-elle. Rivera hocha la tête. Des semaines. Peut-être des mois. Jusqu'à ce qu'il la tue ou qu'elle s'échappe. Ou quelqu'un l'a aidée, dit Julia. Daniel. Rivera secoua la tête. Aucune trace. Pas de deuxième corps. Et nous n'avons toujours pas retrouvé Kell. Mais ils ont trouvé autre chose, poursuivit Rivera. Au fond de la chambre de la princesse, caché dans le coin le plus à gauche, sous une isolation, scellé derrière une cloison sèche peinte, se trouvait un bocal en verre. À l'intérieur se trouvait un mot plié, écrit à l'encre délavée. Rivera le lut à voix haute. Si quelqu'un trouve ceci, je m'appelle Teresa Landen. J'ai 33 ans. Je suis arrivé ici avec mon mari Daniel. Il est parti. Je ne sais pas si je suis en vie, je ne sais pas si c'est réel, mais je suis toujours là. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Julia murmura, elle a écrit ça après qu'ils ont déclaré sa disparition. Rivera hocha la tête, puis dit ce qui les glaça tous les deux, il n'y a pas de date. Elle aurait pu l'écrire une semaine après, ou un an plus tard. Les tests ADN sur la cassette VHS et le bocal ont confirmé la présence de cellules cutanées féminines correspondant à la lignée maternelle de Teresa. Le mot portait également les empreintes digitales de Kell sur un bord. Cela signifiait deux choses, Teresa était en vie assez longtemps pour l'écrire, et Kell la lui est scellée, il ne voulait jamais qu'on la retrouve. L'enquête s'est élargie. Interpol a été prévenu, un avis de recherche a été émis dans 6 États. Rivera s'est présenté à la presse ce soir-là, livrant ce qu'il pouvait confirmer, la maison avait été conçue pour détenir et conditionner psychologiquement plusieurs victimes. Un enfant avait été formellement identifié. Gregory Kell était vivant en 1997, peut-être plus longtemps. Le sort de Teresa Landen restait inconnu, pas de corps, pas de reste. L'affaire était désormais close. Cette nuit-là, Julia se rendit au bord des dunes et se gara en silence. Elle fixa la maison, désormais bouclée, les fenêtres scotchées avec des étiquettes de preuve, l'entrée condamnée. Quelque part à l'intérieur, Teresa avait passé ses derniers jours ou s'était échappée ou avait disparu dans un système qui ne la reconnaîtrait plus jamais. Julia ferma les yeux et murmura dans l'obscurité, « Où es-tu allé ?» Et derrière elle, dans le vent, la mer, le sable, on avait presque l'impression que quelque chose répondait. 13 mai 2024. Lieu, Chesapeake, Virginie et Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Ce n'était pas Teresa. La fille sur la vidéo aux petites, brunes, 7 ans peut-être n'était pas Teresa Landen. Julia l'avait compris dès qu'elle avait vu les images granuleuses récupérées dans la benne à ordures du motel démoli Blue Bucket. La jeune fille était plus petite, sa posture trop rigide comme si on l'avait contrainte au silence par des avertissements ou une punition. L'analyse du FBI l'a confirmé, la fille sur la vidéo était Cathy Lane, la première victime connue, et peut-être pas la dernière. Mais ce n'était pas ce qui glaçait Julia. C'était la voix derrière la caméra, pas celle de Kell, mais celle de Daniel Landen. Redit la comptine, Cathy.
Silence, Cathy. Redis-la. La voix de la fille était à peine audible. Si je suis sage, je verrai la lumière. Si je suis méchante, ce sera la nuit sans fin. La bande s'arrêta sur des parasites. Julia fixait l'écran. Daniel n'était pas le seul à regarder, il participait. Rivera s'appuya contre la table, les bras croisés. Si c'est vrai, alors Teresa n'a pas simplement disparu, elle a été trahie. Ils retournèrent au tableau des preuves, tout ce qui concernait le vide sanitaire, les plans, le motel, et maintenant la voix de Daniel sur plusieurs enregistrements. Une conclusion devint plus difficile à nier, qu'elle ne travaillait pas seule. Dans plusieurs vidéos, des bruits de pas se superposaient à la voix de Kell. Dans l'une d'elles, Kell parle tandis qu'un autre homme nourrit la jeune fille par la bouche d'aération murale. Les prélèvements ADN effectués sur la bouche d'aération révélèrent 2 hommes, celui de Kell et une correspondance partielle avec le père de Daniel Landen. Julia fixa l'écran. Il l'a aidé. Rivera n'a pas répondu, car cela signifiait que chaque titre, chaque déclaration familiale larmoyante, chaque fausse piste pendant 27 ans n'avait été qu'une couverture. Ils ont exhumé le jardin des parents de Daniel à Williamsburg. Sous l'abri de jardin, enfouis sous du ciment coulé, des chiens de recherche de cadavres ont alerté à 2 reprises. Les enquêteurs ont trouvé une boîte à outils rouillée enveloppée dans une bâche. À l'intérieur se trouvait une cassette VHS étiquetée Formation DL, une boucle d'oreille de femme et une confession manuscrite, à moitié brûlée et tachée d'eau mais lisible. Je lui ai d'abord dit non, mais elle n'a rien voulu entendre. Et il a dit qu'on pouvait l'aider, que c'était mieux que tout. Il a dit qu'on construisait un foyer. Je ne pensais pas qu'elle cesserait de parler, et puis elle l'a fait. Signé, Daniel Landen. Julia ne pleura pas, elle fixa simplement la page, puis la maison. Elle paraissait plus petite maintenant, moins monstrueuse, plus mausolée, construite par 2 hommes. Kell a construit les pièces, Landen a construit l'histoire. Ensemble, ils ont construit le mensonge. Rivera s'assit à côté d'elle. On va le retrouver. Elle ne le regarda pas, lequel? À 16h11, une information est arrivée d'une maison de retraite de Virginia Beach. Un homme âgé était décédé la semaine précédente sans papier d'identité, sans famille, sans dossier médical. Mais parmi ses affaires se trouvait une série de dessins, la même pièce, mur rose, une seule bouche d'aération, pas de fenêtre. Au bas de chaque page, TL toujours en attente. Rivera et Julia arrivèrent à la tombée de la nuit. Les empreintes digitales de l'homme étaient brûlées, la reconnaissance faciale était incertaine. Mais dans son placard se trouvait un seul objet en lambeaux, une poupée en tissu rembourré, sans visage, avec un œil en bouton la même que celle que l'on voyait sur les vieilles photos du motel. Dans la poche de poitrine de la veste de l'homme se trouvait un mot. Je l'ai regardé dormir pendant des années, mais je n'ai jamais cessé de l'entendre crier. Ils ont enterré les restes de Cathy Lane près de son ancienne école primaire. Des dizaines de personnes sont venues, Julia a lu l'éloge funèbre tandis que Rivera se tenait au bord de la foule. Toujours aucun signe de Teresa, pas de corps, pas d'apparition, pas de traces. Mais Julia était persuadée d'une chose, elle n'était pas morte, elle s'était échappée grâce à l'aide de quelqu'un qui n'était pas sur les enregistrements, ni Kell, ni Daniel, quelqu'un d'autre qui connaissait le plan, quelqu'un qui avait scellé la ventilation et laissé un dernier mot sur le mur, gravé derrière un panneau de miroir récemment découvert lors de travaux, elle n'est pas partie. Elle est sortie. Et elle ne reviendra pas. 14 mai 2024. Localisation, Kill Devil Hills, Caroline du Nord. Inconnu. La porte n'était pas censée être trouvée au pas, la porte d'entrée utilisée par les touristes, celle qui figurait sur toutes les photos de location depuis des années, mais l'autre porte. Celle derrière le chauffe-eau, après le vide sanitaire scellé, derrière les montants. Elle n'avait ni poignée, ni cadre, juste un creux qui menait à l'obscurité la plus totale. Rivera et Julia restèrent debout, l'air léger, tandis que le dernier morceau de plaque de plâtre se détachait. Une brise les frappa, un vent froid et léger venu d'un endroit plus profond. « Mon Dieu !» murmura Rivera. Ce n'était pas un vide sanitaire. C'est un tunnel.
Ils ont d'abord envoyé une caméra à distance. Elle a parcouru 7 mètres. Au bout du tunnel, une trappe clouée de l'intérieur et, à côté, une paire de chaussures petites, roses, couvertes de poussière. Rivera s'agenouilla, braquant sa lampe torche à l'intérieur. Les chenilles sont usées, marmonna-t-il. Quelqu'un a marché dessus pendant longtemps. Julia ne parlait pas. Elle fixait le mur près de la porte, des dizaines de griffures, toutes à hauteur d'enfant, verticales, innombrables, certaines superficielles, d'autres désespérées. En dessous, un mot gravé en cursive tremblante, dehors. La trappe s'ouvrait sur une pièce enterrée d'axes en grave peine 1,50 m de large. On y trouvait un matelas, une lampe cassée, un miroir en plastique, une corde encore clouée au poteau d'angle et une série de pages de journal intime arrachées à un cahier à spirale. La plupart étaient illisibles, maculées, l'encre humide floue mais une se détachait. Rivera la tenait sous la lumière. Il pense que j'ai oublié mon nom. Il m'appelle autrement maintenant, mais je l'écris ici pour ne pas l'oublier, Teresa. Je compte les jours. Je crois que je suis ici depuis 200 ans, peut-être plus. Mais je sais qu'il commence à fatiguer. Il tousse la nuit. Il dort peu. Il oublie parfois de fermer la porte à clé. Un jour, je la franchirai et je ne reviendrai plus. Julia leva les yeux. Elle est sortie. Rivera hocha lentement la tête et ne regarda jamais en arrière. Le public voulait une résolution, un titre, un nom. Mais Teresa Landen n'était répertoriée dans aucune base de données moderne, pas d'empreinte digitale, pas de permis de conduire, pas de déclaration de revenus, pas de certificat de décès. Rivera commença à croire que la jeune fille qui s'était échappée ne s'était pas contentée de fuir, elle s'était effacée. 2 jours plus tard, une infirmière d'un refuge pour femmes en Virginie occidentale rurale a soumis un rapport d'admission inhabituel datant de 2003. Une femme d'une trentaine d'années, sans papier d'identité, s'est présentée comme Tess Rainey. Elle a refusé de répondre à toute question personnelle, est restée 3 nuits, puis n'est jamais revenue. Dans la marge du rapport d'admission, l'infirmière avait griffonné, la patiente répète une comptine à voix basse, « Si je vais bien, je verrai la lumière ». Julia était assise sur le lit du motel, ce mot sur les genoux. Elle murmura, « Elle a vécu. Elle a vécu des années. » Rivera se tenait sur le seuil. Si elle est dehors, elle ne veut pas être retrouvée. Peut-être pas, dit Julia. Mais peut-être que quelqu'un l'entendra. Peut-être que quelqu'un d'autre, encore coincé, entendra son histoire. Elle leva les yeux vers lui et réalisa qu'il pouvait aussi partir. Le cas de Gregory Kell a été officiellement déclaré ouvert à titre posthume. Les restes de Daniel Landen ont été incinérés sur ordre fédéral, sans que sa famille puisse les réclamer. Mais la maison a été incendiée délibérément, publiquement, en signe de purification, de défi. Julia se tenait au bord de la foule tandis que les flammes s'élevaient, son visage illuminé d'orange par la fumée. La chambre de la princesse, les bouches d'aération en miroir, la porte ouverte, disparut. Plus tard, elle retourna sur le rivage, non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Elle apporta un ruban en rose, délavé, taché de sang. Elle le laissa glisser dans les vagues. Les vagues l'emportèrent lentement et silencieusement. Elle murmura seulement 2 mots avant de se retourner et de s'éloigner, « Tu es libre. » 4 juin 2024. Localisation, inconnue. Une femme derrière le comptoir d'un motel en bord de route demande un nom. Elle hésite une seconde, puis répond, « Tess. » Tess Rainey. L'employé ne lève pas les yeux. « La chambre est prête, dit-elle. Le départ est à 10 heures. » Tess hoche la tête et prend la clé, chambre 6. Elle est petite, propre, trop calme. Mais elle ne sent ni l'eau de Javel ni la moisissure. Pas de ventilation dissimulée, pas de miroir au plafond, juste une simple lampe, un lit moelleux, une fenêtre avec une serrure fonctionnelle. Elle pose son sac à dos, sort un cahier et un crayon et commence à écrire. Ils me croient mort. Ils ont brûlé la maison. Ils ont cité mon nom aux informations. Ils ont appelé ça l'horreur, ils ont appelé ça le mal,
Mais ils n'ont pas appelé ça ce que c'était vraiment, mon foyer. Non pas parce que je le voulais, mais parce que c'est là que j'ai appris ce que je devais devenir. Elle n'a pas utilisé son vrai nom depuis des années. Elle l'a enterré quelque part dans le noir, tout comme elle l'a enterré au Grégory Kell, non pas dans une tombe, mais dans le silence, dans le refus, dans le souvenir. Elle voit parfois son visage aux fenêtres, dans l'ombre, chez les gens qui marchent trop lentement ou qui prononcent « Père » trop doucement. Mais elle sait maintenant que cette voix n'a jamais été la sienne. Elle l'a reprise et ne la prononce plus à voix haute. Elle voyage de ville en ville, ne s'attarde pas longtemps, laisse des choses derrière elle, des mots dans les sous-sols des églises, des numéros de téléphone dans les bibles des motels, des dessins dans les halls des refuges. Toujours la même, une fille aux cheveux longs assise dans une chambre rose, les yeux rivés sur un miroir. Parfois, elle écrit # dessous. Parfois, juste. Tu n'es pas seul. Dans une bibliothèque à 2 comtés de là, une jeune fille trouve un dessin de Tess collé au fond d'une cabine de toilette. Elle reconnaît la pièce, c'est celle dont elle rêve encore. Elle prend le dessin, le cache dans son sac à dos et n'en parle plus pendant des semaines. Puis elle le fait, et tout recommence. Tess s'assoit sur le lit de la chambre 6 et termine son journal. Puis elle déchire la page, la plie en 3 et la glisse sous le matelas. Un jour, quelqu'un la trouvera. Ou peut-être pas. Mais peu importe, car Tess Renée a désormais une règle.